Merci Amos. Bonjour à tous. Donc en effet, organiser une intervention dans un lieu aussi prestigieux que le Collège de France, surtout pour un Suisse non européen par conséquent, est toujours assez impressionnant. Et il s'agissait à la fois pour moi d'essayer de vous résumer d'une façon la plus synthétique possible au fond ce qu'est l'histoire des archives cinématographiques, donc une bonne partie de notre mémoire audiovisuelle dans le monde, de parler de nous aussi en Suisse et du lien que nous avons avec l'œuvre d'un cinéaste vivant, comme le dit le titre de l'intervention, Amos Gitaï. Alors je commence tout de suite en donc saluant vous tous et les chers amis qui sont là aussi, et évidemment le cher Amos. Et pour planter le décor, permettez-moi de dire quelques mots sur les archives cinématographiques et leur histoire. Donc, pour commencer par une note positive, je vous rappelle que selon les estimations les plus optimistes, qu'il ne subsiste aujourd'hui dans les archives de cinéma du monde que 20 à 30% de l'ensemble des films produits à l'ère du muet. Jusqu'à la fin des années 20, les films étaient des produits de consommation comme d'autres, à jeter après usage. Après leur exploitation, ces films des origines en nitrate de cellulose étaient la plupart du temps détruits, fondus et recyclés en peignes, manches de couteau, corsets ou touches de piano. Aussi en dents, m'a-t-on dit, mais ça, j'en suis pas tout à fait sûr. Sans le savoir, vous pouviez donc vous coiffer avec les restes de Greta Garbo ou Rudolph Valentino. Heureusement, la prise de conscience progressive de l'importance du cinéma en tant que création artistique va peu à peu faire naître un mouvement international autour de la préservation des œuvres. Au début des années 30, de façon un peu schématique, se dessinent deux mouvements parallèles. D'un côté, la naissance d'institutions qu'on nommera les archives, dont les archives suédoises ou Svenska Filmsamfundet, considérées comme les plus anciennes du monde, fondées en 1933, mais aussi la National Film Library du British Film Institute, fondée en 1935, ou même le Reichsfilmarchiv nazi, créé en 1934 à l'initiative de Joseph Goebbels. Leur but premier était de préserver une mémoire audiovisuelle nationale, de sauver et de montrer avant tout ce qui constituait leur propre patrimoine identitaire, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs le Reichsfilmarchiv, notamment son directeur du moment Frank Hensel, pendant la guerre, de vider les archives européennes des documents pour les ramener en Allemagne. De l'autre côté, se crée celle qu'on nommera les cinémathèques, avec en 1935, et ici on voit Iris Barry, qui en fut la première responsable, la Film Library du Museum of Modern Art de New York, fondée en 1935 donc, et en 1936, la Cinémathèque française de Henri Langlois, ici en 1949, entre Jacques Ledoux de la Cinémathèque royale de Belgique et Claude Emery, premier directeur de la Cinémathèque suisse. Pour ces deux institutions, il était essentiel de préserver la cinématographie mondiale en tant qu'expression artistique, au-delà de toute préoccupation nationale, voire nationaliste. On le voit, dès le début de leur histoire, les archives de cinéma sont confrontées à des perceptions différentes de leur rôle culturel, social et politique, où la question d'identité nationale, voire la question de frontières, est déjà au cœur du problème. Et ce n'est pas un hasard si ce sont justement les plus internationalistes de l'époque qui vont être les véritables moteurs de la fondation de la Fédération internationale des archives du film, la FIAF, en 1938. Le MoMA et la Cinémathèque française, donc, mais avec l'aval du BFI, donc le British Film Institute, et du Reichsfilmarchiv. Et on voit ici la dernière page de l'acte de fondation de la FIAF, muni du stempel nazi, qui est plutôt glaçant quand même, dans un document parlant de cinéma et de partage. Pour certains fondateurs, il s'agit d'avoir accès au patrimoine international, à la possibilité de découvrir tous ces films venus d'ailleurs. Pour les autres, il s'agit de diffuser leur patrimoine national, d'essaimer dans le monde leur propre création, voire évidemment leur propagande. Ces quatre mousquetaires étaient donc apparemment faits pour s'entendre, même avec des visions divergentes du rôle de l'archive dans la société.
Et il n'est pas rare aujourd'hui que dans certains pays, pour des raisons culturelles, historiques ou politiques, on retrouve dans le même pays deux institutions nationales d'archives du cinéma aux visions et aux rôles différents, comme la Cinémathèque française et les archives du film du CNC en France, mais je ne vais pas vous refaire l'histoire de 68, on ne va pas recommencer parce que sinon on sera encore là demain. L'Österreichische Filmmuseum et l'Österreichische Filmarchiv en Autriche, ou encore la Deutsche Kinemathek et le Bundesarchiv à Berlin. C'est surtout après la guerre que le mouvement de création des cinémathèques et d'archives de cinéma se développe dans le monde entier et permet également à la FIAF de s'établir comme un formidable réseau d'échanges et de collaboration entre institutions partageant des buts similaires. Et au fil des décennies et de ces congrès annuels qui se déroulent toujours dans une ville différente de par le monde, la FIAF a toujours été très voyageuse, la FIAF a par exemple favorisé les échanges de films entre les blocs de l'Est et de l'Ouest en pleine guerre froide, Naoum pourra peut-être en dire quelques mots demain, ou contribué à l'émergence d'une cinémathèque en Algérie après l'indépendance. Aujourd'hui, la FIAF, que j'ai l'honneur de présider depuis 2 ans, réunit 166 archives publiques du monde entier. Mais venons-en à nous. Nous, c'est ça. La Cinémathèque suisse, basée à Lausanne, est l'une des 10 plus importantes collections de cinéma au monde. Elle est née en 1948 et a tout de suite fait partie du réseau de la FIAF. Voici le centre administratif de la Cinémathèque suisse à Lausanne, au Casino de Montbenon. La Cinémathèque suisse a été portée et développée pendant près de 50 ans par un ami de Henri Langlois, Freddy Buach, que voici, qui vient juste de nous quitter à l'âge de 94 ans. Âge vénérable, et il a véritablement été l'une des grandes figures du mouvement des cinémathèques dans le monde après-guerre. Et voici aussi une image de Freddy Buach, plus jeune bien évidemment, en 1962, avec Henri Langlois, prise en 62, sauf erreur, à Locarno. Et vous voyez ici, si tout va bien, voilà, Freddy Buach dans une de ses dernières interventions publiques, photos prises il y a un mois à peine, lors du congrès de la FIAF à Lausanne, où il a été célébré comme membre honoraire de la fédération. Freddy Buach avait noué des liens solides et internationaux dans le monde du cinéma et était l'ami de nombreux cinéastes, de Georges Franju, qui a été d'ailleurs très lié, évidemment, vous le savez, à la Cinémathèque française, à un autre cinéaste, le grec Théo Angelopoulos, que vous voyez ici à droite en train de rigoler. On aimait beaucoup rire, toujours, avec Freddy Buach, en passant par un de ses très très grands amis, qui était un habitué aussi de Lausanne, qui était Luis Buñuel. Ces cinéastes ont tous, à des degrés divers, déposé des documents, des objets ou des copies auprès de leur ami de Lausanne. Sans oublier, bien sûr, son camarade Jean-Luc Godard, que l'on voit ici lors du congrès de la FIAF organisé par Buach à Lausanne en 1979. Et les voici ici, les mêmes, il y a un mois à peine, lors du nouveau congrès que nous avons organisé, quelque part aussi en hommage et à Freddy Buach et à Jean-Luc Godard. Par ses nombreux voyages à l'Est et son engagement pour l'Algérie, ses amitiés supposées plus à gauche qu'à droite, Buach s'est aussi attiré l'attention méticuleuse de la police secrète fédérale suisse. Son téléphone fut longtemps sous écoute, c'était de notoriété commune, il disait « bonjour à vous » quand on décrochait, toujours. Donc son téléphone était souvent sous écoute et son dossier secret qui a été dévoilé en 1989 lors du scandale dit de l'affaire des fiches en Suisse ressemble par son épaisseur aux œuvres complètes de Victor Hugo. Mais s'il a suivi l'enseignement internationaliste de son ami Langlois, recueillant et projetant des œuvres du monde entier, Buach a très tôt travaillé pour que cette cinémathèque suisse devienne aussi l'archive nationale du cinéma. Il faut dire que quand il a commencé en Suisse, presque personne ne s'intéressait au cinéma, et encore moins au cinéma national. Il a ainsi patiemment recueilli les œuvres de notre cinématographie auprès des producteurs, des laboratoires, des héritiers et des brocanteurs. Il a par exemple convaincu la Confédération suisse, malgré sa position, comme vous l'avez compris, un peu problématique, de lui confier le matériel et les droits du Ciné-Journal suisse, des actualités cinématographiques nationales, qui avaient été quand même produites par l'armée, il faut le dire. Et il a œuvré avec un groupe de cinéastes suisses, dont Alain Tanner, Michel Souter, Claude Goretta ou Alexandre Seiler,
pour que la Suisse se dote enfin en 1963 d'une première loi sur le cinéma. Et Amos Gitaï dans tout ça, me direz-vous? Il faut comprendre que les relations pour le moins complexes, si tu me permets de le dire, pour ne pas dire tendues de Amos Gitaï avec son pays d'origine, ne lui permettent probablement pas d'envisager un travail de confiance stable avec les archives nationales de son pays. Tu me corrigeras après si jamais je dis des bêtises. Ainsi, au fil des ans et de ses nombreux voyages par-delà les frontières, il a déposé de nombreuses copies de ses films de par le monde et entre autres à la Cinémathèque française. C'est là qu'il a également déposé ses archives personnelles, notamment photographiques, ce qui leur a permis de réaliser en 2014 une exposition accompagnée d'une importante rétrospective et d'un ouvrage aux éditions Gallimard, un ensemble que nous avons coproduit et accueilli à Lausanne avec le musée de l'Élysée. Alors, je dois dire que j'ai l'honneur de connaître Amos Gitaï depuis de nombreuses années, à travers ma vie passée dans les festivals et plus particulièrement à la tête du festival de Locarno. J'ai eu le plaisir de lui remettre un léopard d'honneur sur la Piazza Grande en 2008 et d'y présenter, et plus tard tu comprendras, dont Marie-Pierre Hulot reparlera cet après-midi, et d'y montrer la guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, dont vous d'ailleurs vous verrez un extrait dans quelques minutes, le film tiré de sa création théâtrale homonyme en Avignon. Cette projection sur la Piazza Granda était un pari un peu fou, comme il les aime, et que nous avons pris en toute conscience, tourné en juillet. Le film, fini, à l'arraché, a été présenté sur la Piazza début août. Ça ne se fait pas souvent, un long métrage comme ça, en moins d'un mois. Dès mon arrivée à la Cinémathèque suisse, nous avons ainsi continué à présenter les nouveaux films qu'il a réalisés, notamment lors de premières dans notre salle historique du cinéma Capitole, que vous allez voir dans quelques instants, et souvent en collaboration avec le Festival international des droits humains de Genève. Nous sommes même devenus, parce que nous sommes aussi distributeurs, les distributeurs suisses officiels de Ana Arabia ou de Tsili Ana Arabia que vous pourrez voir demain. Alors, en disciple consciencieux de Freddy Buach, dont je parlais il y a quelques minutes, je fais en effet partie de ces cinémathécaires qui considèrent qu'un film appartient au patrimoine dès qu'il existe, et que la question de sa préservation et de sa mise en valeur commence immédiatement, à plus forte raison aujourd'hui, alors que les œuvres n'existent que sur de fragiles supports numériques dont il est plus que jamais facile de perdre la trace. C'est alors qu'un des laboratoires français où se trouvaient de nombreux négatifs de ces films, donc des films d'Amos Gitaï, a fermé et que les éléments ont été transférés dans une fondation censée gérer ce patrimoine, ou pour être plus précis, censée rentabiliser ce patrimoine. Amos nous a alors approchés pour discuter d'un possible dépôt de ces négatifs dans nos locaux. Fort de notre longue tradition d'accueil, par conséquent, et très honoré de sa confiance, nous avons accepté de récupérer ces éléments et de payer le laboratoire pour leur sortie. Nous avons fait venir ces centaines de bobines dans nos nouveaux locaux qui seront inaugurés tout prochainement. Je fais peut-être une brève parenthèse, c'est des locaux que vous allez voir dans quelques instants. Donc vous allez voir la façade qui ont été élaborées par un bureau d'architecture zurichois EM2N, il faut quand même le dire. C'est un bureau assez futuriste, mais très efficient et très bien conçu. Et donc le lien avec l'architecture s'est fait aussi en lien avec Amos. Donc nous avons fait venir ces bobines et nous avons soigneusement identifié, catalogué et rangé ces éléments dans nos stocks, dans nos archives. Voici la façade du bâtiment en acier Corten et le bâtiment que l'on verra un tout petit peu d'un peu plus loin dans la campagne vaudoise, non loin de Lausanne, où se trouvent à la fois nos lieux de production et nos dépôts. Mais en fait, ce n'était que le début d'un voyage qui continue encore aujourd'hui. Tout d'abord, parce qu'à ces films-là se sont ajoutés quelques autres venus d'un autre laboratoire français qui se trouve quant à lui en redressement judiciaire. Et oui, c'est comme ça, les laboratoires vont mal. Ensuite, parce que l'analyse approfondie des éléments déposés nous réservait quelques surprises. Pardon, je reviens en arrière, là, voilà. Nous réservait quelques surprises. À l'ouverture des boîtes, quelle n'a pas été notre demi-surprise que leur contenu ne corresponde pas toujours à ce qui était indiqué sur le couvercle ou dans les listes remises par les laboratoires.
Par exemple, le film Ananas, le labo indiquait nous avoir transmis le négatif monté, mais dans les boîtes ne se trouvaient que des chutes de négatifs. Et malgré nos recherches, avec la collaboration de Amos Guitaille et de Laurent Truchot, nous n'avons toujours pas retrouvé ce négatif original qui s'est peut-être perdu dans les catacombes d'Auguste d'un laboratoire à Rome. Le laboratoire s'appelle Augustus. Voilà, d'où le lien. Le travail d'analyse de tous les éléments qui nous sont parvenus continue patiemment. Et sur les indications d'Amos, de Laurent ou de Marie-Josée Sancel, nous avons récupéré les sous-titres existants dans d'autres laboratoires et quelques ordinateurs épars. Nous avons aussi reçu des éléments de son qui se trouvaient à la production. Et le travail continue pour identifier de possibles éléments qui se trouveraient ici ou ailleurs de par le monde. Voilà pour la récupération des éléments. Mais une archive n'existe que quand elle vit, qu'elle peut être montrée, utilisée, voire repensée pour d'autres créations. Ça va faire l'objet de plusieurs réflexions au cours de ces 2 jours. Pour Amos Guitaille, cette sauvegarde de ses œuvres dans nos coffres-forts helvétiques n'avait de sens que si elle débouchait sur une numérisation de ces œuvres tournées en pellicule, afin de les rendre accessibles en salle, dans les nouveaux formats numériques et dans une qualité satisfaisante. C'est là que nous avons rencontré une autre difficulté liée à notre identité de cinémathèque suisse, non européenne, je le rappelle. Amos Guitaille a des liens évidents avec la Suisse. Son père, ça a été évoqué tout à l'heure grâce au texte que André Wilms a lu. Son père Munio Weinrob a vécu en Suisse, à Bâle, avant de partir pour Israël. Amos a souvent été montré et primé à Locarno. Certains de ses derniers films ont été même coproduits par la Suisse. Mais il n'empêche, Amos Guitaille n'est pas tout à fait un cinéaste suisse, même s'il est un cinéaste du monde, d'où je ne peux pas allouer des financements propres destinés à la restauration de films suisses pour numériser ces œuvres. Ainsi, nous avons trouvé un accord pour mutualiser le travail par-delà les frontières, encore une fois, dans nos locaux ralentis par les travaux qui vont être achevés en septembre, travaux de construction, et des équipements encore réduits. Nous avons numérisé in-house, chez nous, donc 3 de ces longs métrages. Et avec l'accord d'Amos Guitaille, nous avons proposé à des cinémathèques amies, proches de son travail de cinéaste, de réaliser à leur tour des numérisations. Nous avons approché l'UCLA Film Archive à Los Angeles, qui, vivant de grandes difficultés administratives et financières, n'a pu assumer qu'une seule numérisation, et encore, on n'a pas encore reçu le résultat final, mais ça va arriver, c'est promis, c'est promis. Nous avons aussi collaboré avec la Cinémathèque de Jérusalem pour Journal de campagne, voilà l'image que je vous avais montrée tout à l'heure. Nous avons approché la Cinémathèque royale de Belgique, à Bruxelles, que le nouveau directeur Nicola Mazzanti a équipé de façon très performante pour la numérisation. Ainsi, entre un film de Chantal Akerman ou des frères Dardenne, Bruxelles a numérisé 10 longs métrages de Amos Guitaille qui sont en cours de finalisation, parmi lesquels des films comme Kadosh, ici, ou Kippour. Et nous avons approché, et comme nous allons de notre côté terminer les équipements numériques de notre nouveau site d'archivage que vous venez de voir, nous allons pouvoir reprendre le flambeau et poursuivre une numérisation in-house des films qui ne sont pas encore disponibles en numérique. Et la Cineteca de Bologne pourrait bien prochainement se charger de l'une ou l'autre numérisation. Je fais une toute petite parenthèse pour relever le travail nécessaire à ces numérisations, c'est-à-dire un travail d'analyse important justement par rapport aux différents éléments que nous recevons, à la fois comparaison des copies, voire des éléments que nous recevons, analyse du matériel, de leur état, analyse et identification aussi des éléments, ce qui a parfois été relativement complexe parce que certains films, c'est vrai, connaissent plusieurs versions dans plusieurs productions différentes, donc il a fallu trouver les versions définitives. Ça a été, et c'est encore un long travail d'analyse qui précède le travail de numérisation, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait extrêmement rapidement. Enfin, toujours en accord avec Amos, nous allons désormais centraliser une copie de tous les éléments numériques réalisés ici et là, non seulement les DCP destinés à la diffusion en salle et tous les fichiers qui s'y relient, mais aussi les scans bruts et les scans étalonnés en 2 ou 4K dans notre nodal informatique et notre librairie de bandes LTO numériques, passant ainsi du coffre-fort analogique au coffre-fort numérique helvétique. Il faut préciser qu'en Suisse, vous l'avez compris, on aime beaucoup les coffres-forts. Je précise évidemment que notre coffre-fort numérique ou analogique est en sous-sol. On aime aussi les bunkers chez nous, dont une bonne partie sont aussi prévus pour résister
à une attaque nucléaire. Voilà. Mais ça, c'est la manière de fabriquer des Suisses, c'est comme ça, c'est obligatoire. Voilà. Et dans toute cette aventure, il nous faut préciser 2 éléments essentiels. Tout d'abord, contrairement à de nombreux autres cinéastes pour lesquels les droits de leurs films sont disséminés auprès de différents ayants droit dans différents pays, Amos Gitaï, lui-même souvent coproducteur de ses films, a récupéré la quasi-totalité de ses droits. Ce qui lui donne autorité sur ses propres films, dès lors qu'il s'agit de faire sortir des éléments d'un laboratoire ou d'un pays. Cette autorité lui permet aussi de négocier avec ses partenaires de véritables échanges de droits et de services. Ainsi, en contrepartie de notre travail pour lui, Amos Gitaï nous a cédé une partie des droits de distribution des films que nous avons numérisés sur le territoire suisse, tout comme Bruxelles pour le Benelux. De cette façon, nous, institutions de service public suisse, pouvons valoriser le travail que nous avons fait en mettant en circulation dans notre propre pays les œuvres de ce cinéaste, ce qui favorise aussi la mise en valeur de son travail. Ce qui m'amène à ce qui est au centre de la vision qu'Amos Gitaï peut avoir des archives, ces archives vivantes, comme il les envisage, et comment son cinéma fait archive, comme l'évoquera demain Jean-Michel Frodon. Amos Gitaï, comme peu de cinéastes contemporains, s'est toujours intéressé à son œuvre et à toutes les archives qui en constituent un vaste réseau de ramifications. Films eux-mêmes, copies et négatifs, vidéos, mais aussi papier, notes, croquis, recherches, photographies, rushs, chutes, images préparatoires, images définitives, entretiens, etc. D'un côté, en déposant de son vivant dans des institutions publiques ses œuvres, ses documents, ses travaux préparatoires ou ses scénarios, Amos Gitaï s'assure qu'ils vont être bien conservés, classés, répertoriés, numérisés et toujours accessibles. De l'autre côté, il permet à ces mêmes archives de devenir vivantes à leur tour. L'exemple des films numérisés est bien sûr le plus directement évident. Un film numérisé peut être diffusé et vu partout, sur tous les supports possibles, mais ce n'est pas tout. Chaque dépôt ouvre à son tour des champs de recherche, d'enseignement, de mise en valeur ou de publication. Architecte de cet édifice créatif, rejetant toute idée de concentration des éléments qui le composent, Gitaï dissémine peu à peu ces éléments auprès d'archives amies comme la Cinémathèque française ou la Cinémathèque suisse, mais aussi d'autres institutions moins directement liées au cinéma à travers le monde. Il dépasse les limites culturelles, sociales et politiques en citoyen du monde pour qui la traversée des frontières est un acte créatif fondamental en soi. Cette somme d'archives devenues vivantes est à la fois fondation et source de référence pour le cinéaste lui-même, dont plusieurs films se suivent, se répondent et génèrent d'autres créations, qu'il s'agisse d'installations, de spectacles, de concerts, de publications ou de nouveaux films. Elles sont aussi objet de recherches qu'il a choisi de partager, de proposer aux étudiants, historiens ou chercheurs, afin qu'ils y puisent une documentation qui va bien au-delà des films, comme tout le matériel tourné de 7 de ces longs métrages, parmi lesquels Plus tard tu comprendras et la trilogie des frontières, Terre promise, Free Zone et Désengagement, déposée à l'université de Stanford, déjà évoquée tout à l'heure, ou encore toute la documentation accumulée autour de la figure d'Yitzhak Rabin, déposée à la BNF, dont Joël Huttwol va reparler tout à l'heure, en marge du film Le dernier jour d'Yitzhak Rabin, qui à son tour est devenu une exposition, une installation et un spectacle. J'aimerais ajouter pour finir qu'il n'est pas si fréquent qu'un cinéaste vivant, qui plus est en pleine activité, s'intéresse particulièrement à ses propres archives, s'en préoccupe et les ouvre au monde. Ce n'est pas tellement l'habitude des créateurs et des cinéastes. La plupart du temps, les cinéastes ignorent où se trouvent les négatifs de leurs œuvres, supposant que leurs producteurs en prennent soin et considérant souvent à tort qu'ils sont bien conservés quelque part. Un exemple, parce que je le trouve assez intéressant et amusant, celui de Joël Cohen, invité à Lausanne il y a 3 mois pour présenter son dernier film dans le cadre des rencontres du 7e art. Et il est venu visiter notre nouveau centre de recherche et d'archivage en compagnie du producteur britannique Jeremy Thomas, qui par ailleurs produit Promised Land, Terre promise, et de son chef opérateur Bruno Delbonnel, donc Bruno Delbonnel qui est ici juste derrière Joël Cohen. Et... Oh pardon. Ça va? Voilà. Oh, pardon. Et Jeremy Thomas que vous voyez ici à côté de lui. Pourquoi je vous parle de Joël Cohen? Eh bien, tout simplement parce qu'après sa visite, Cohen nous racontait que c'est assez récemment, l'âge venant, que son frère Ethan et lui se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas vraiment où
était leur film. Et on parle bien des frères Cohen. Ils ont ainsi mandaté un collaborateur qui, depuis plusieurs mois, tente assez désespérément de retrouver les éléments originaux de leur film auprès des studios ou des sociétés de production, dans un souci de préservation et de numérisation de leur patrimoine. Mais pour des Cohen ou des Dardenne qui ont fait la même chose, un Wim Wenders ou un Nicolas Philibert qui l'a fait presque tout seul, qui, avec des moyens divers, forcément s'inquiètent de leur œuvre, combien de cinéastes ne s'y intéressent guère et découvrent souvent un peu tard que leurs archives ont été dispersées au hasard des faillites et des reventes de droits, voire même ont complètement disparu. Par cet exemple, j'aimerais mettre en évidence combien la démarche archivistique globale de Amos Gitaï est à la fois exceptionnelle et remarquable. Elle démontre une réflexion sur la création et sur l'importance des traces de la mémoire qui va bien au-delà de l'écriture et de la mise en scène. Le programme même de ce colloque en est une parfaite illustration. C'est l'œuvre d'un artiste de la mémoire. Merci.